En me regardant droit dans les yeux, il m'a dit comme s'il voulait du sel. Nous n'avons pas de place pour toi. J'ai souri, j'ai hoché la tête et je suis sorti sans dire un mot. Il ne savait pas qu'il allait perdre sa maison le lendemain matin, car la moitié m'appartenait. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, d'indiquer dans les commentaires où vous l'avez vue et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Tout a commencé comme ça. Je suis parti avec deux vieilles valises, une couette que j'avais pliée dans mon ancienne chambre et la photo encadrée de mon défunt mari, Jacques. Le jour où j'ai donné à mon fils Julien les 180 000 euros que j'avais touchés grâce à l'assurance vie de Jacques, je n'ai pas hésité une seconde. Pas même une seconde. C'est ton avenir, lui ai-je dit. C'est la stabilité de notre famille. Il venait de se marier avec Justine et il cherchait à acheter une maison de 4 pièces dans la banlieue de Lyon, mais leur banque leur avait refusé tout crédit immobilier. Je suis intervenu. Justine m'a serré dans ses bras, comme dans une publicité, et m'a dit « Nous n'oublierons jamais, Linda. Tu auras toujours une place dans notre maison. » Julien m'a embrassé sur la joue et m'a promis que je n'aurais plus jamais à bouger le petit doigt. La maison était moderne, stérile, avec des murs blancs et un sol gris, et la cuisine semblait n'avoir jamais vu une poêle brûlée. Ma chambre était au rez-de-chaussée, techniquement une chambre d'amis, sans placard, avec un lit simple, des toilettes, mais pas de douche. Je ne me suis pas plainte. J'étais heureuse d'entendre à nouveau des voix le matin. Julien m'a fait du café les premiers jours. Justine m'a appris à utiliser le thermostat Wi-Fi, mais elle s'énervait chaque fois que je lui demandais de l'aide. Nous avons dîné ensemble une fois. Au bout de la deuxième semaine, j'ai commencé à entendre des remarques passives-agressives. Justine disait en plaisantant à ses amis qu'elle vivait avec 2 enfants et une grand-mère. Julien grognait quand je lui demandais si je pouvais installer une étagère dans la buanderie. Puis de petits changements ont commencé. Un cadenas a été installé sur le réfrigérateur à l'étage. Justine m'a dit que c'était parce qu'elle préparait les repas. Julien a déplacé le modem dans son bureau à l'étage. Netflix n'a pas fonctionné pendant 3 jours. Un soir, j'ai entendu Justine dire au téléphone dans la cuisine « Il est gentil, oui, mais nous avons besoin de notre vie. Ce n'est pas viable. » Je suis restée silencieuse. J'ai continué à cuisiner, à plier les serviettes, à essuyer les plans de travail. Je leur ai laissé de l'espace. Un jour, Justine a proposé de transformer la chambre du bas en chambre d'enfant. J'ai souri. Mais ensuite, j'ai entendu. Un matin, alors que je me dirigeais vers la cuisine pour faire du thé, j'ai entendu la voix de Julien dans le coin. Si on continue à bien se comporter, il ne partira pas. On doit le faire partir sans discuter. La réponse de Justine a été plus tranchante. Il ne renoncera pas à son droit tant qu'il ne se sentira pas indésirable. Fais-lui la vie dure. Il partira tout seul. Je suis resté figé, les yeux fixés sur le papier peint que j'avais choisi 6 jours auparavant. Mon fils unique, complotait pour me chasser de la maison afin d'avoir une chambre d'enfant, un peu plus d'espace et de confort. Ce soir-là, j'ai préparé le gratin préféré de Julien. Ils ne sont pas venus à table. Justine a dit qu'elle avait déjà mangé. Julien a marmonné quelque chose à propos du travail et est resté dans sa chambre. Je me suis assise seule et j'ai mangé lentement, en repensant à comment je l'avais élevé. Les entraînements de foot, les dents qui tombaient, les urgences, les cours particuliers. Je gardais encore les cartes d'anniversaire qu'il m'avait faites dans une boîte à chaussures dans ma valise. Et maintenant, j'étais un fardeau, un obstacle. Le lendemain matin, alors que je lavais les fraises, Justine est entrée, les bras croisés, le visage soigneusement impassible. « Linda, a-t-elle dit, il est temps de chercher un endroit plus permanent. Ton propre espace, tu sais, pour que tu te sentes à l'aise. » Julien entra dans la cuisine 1 minute plus tard et but son café comme si de rien n'était. « Nous n'avons plus de place pour toi, maman. Tu dois partir. » J'essuyais mes mains sur un torchon, me tournais vers eux et leur souris. Un sourire ni large ni faux, juste un sourire figé. « D'accord, dis-je, je pars ce soir. » Justine cligna des yeux. Julien hocha la tête, comme s'il avait accompli une tâche. « Merci, maman, » dit-il, déjà tourné vers la porte. Je me rendis dans ma chambre et rassemblai toutes mes affaires. Mes vêtements, la photo de Jacques, un livre que j'avais laissé à moitié lu et un dossier rouge que j'avais caché au fond de ma valise. Le titre de propriété de la maison. À côté des 49% de Julien, il y avait mon nom.
Je n'ai pas dit au revoir. J'ai appelé un taxi et je suis parti sans même me retourner. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Cette maison n'était plus seulement leur rêve. C'était aussi une bombe à retardement. Et j'avais allumé la mèche. Le trajet en taxi vers l'hôtel où j'avais réservé un long séjour s'est déroulé en silence. Assis sur la banquette arrière, je serrais le dossier rouge contre moi comme un nouveau-né. Je le tenais si fort que le coin du dossier avait laissé une marque dans ma paume. J'avais réservé la chambre une semaine à l'avance, non pas parce que je pensais en avoir besoin, mais parce qu'une petite voix me disait « Sois prêt ». Le motel était propre mais lugubre. Des tapis défraîchis, une lampe qui vacillait si on la touchait par inadvertance, une odeur d'oignon frit imprégnée dans le papier peint. J'ai payé en espèces pour 3 nuits et j'ai précisé que je ne voulais pas que la chambre soit nettoyée. Je ne voulais pas que quelqu'un voie le peu que je possédais. Cette nuit-là, j'ai coupé le son de la télévision, je me suis allongé sur le lit dur et j'ai regardé le plafond, le titre de propriété serré contre ma poitrine comme un bouclier. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surpris, mais j'étais épuisé. Le lendemain matin, j'ai utilisé l'imprimante du motel pour faire 5 copies de l'acte de propriété. Une pour moi, une pour un avocat si nécessaire, et 3 pour ceux qui remettaient encore en question mon autorité. J'avais bu la moitié de ma deuxième tasse de café lorsqu'un numéro inconnu m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une petite voix m'a dit de décrocher. « Madame Cartier », a dit la voix. « Je m'appelle Bertrand. Je vous appelle de Nouvelle-Aquitaine, Finances Privées. Vous êtes enregistré comme copropriétaire du bien situé au 42 rue Grégoire, à Bordeaux. » Mon cœur s'est mis à battre plus lentement. « Oui », ai-je répondu prudemment. « Y a-t-il un problème ?» Bertrand s'est éclairci la gorge. « Il y a un défaut de paiement. Votre fils, Monsieur Julien Cartier, a contracté un crédit professionnel de 95 000 € en mettant la maison en garantie. Aucun remboursement n'a été effectué depuis des mois. Nous lui avons envoyé 3 lettres de mise en demeure. Il est en violation du contrat. Si le crédit n'est pas remboursé, la procédure de saisie sera lancée vendredi. » Je n'ai pas réagi. J'ai posé des questions. J'ai obtenu des détails. Julien avait contracté une dette pour une entreprise de marketing numérique qui avait fait faillite 3 mois plus tard. Justine n'était soit pas au courant, soit faisait semblant de ne pas l'être. Les 2 possibilités me rendaient malade. Bertrand était poli, mais clair. Je pouvais faire suspendre la procédure de saisie, rembourser la dette ou renoncer à mon droit et quitter la maison. J'ai demandé qu'il m'envoie les documents par email. Lorsque les documents sont arrivés, j'ai sorti le stylo bleu que j'avais utilisé pour signer le formulaire d'inscription à l'école primaire de Julien et j'ai écrit mon nom lentement, soigneusement, sur chaque ligne. Puis je les ai scannés et renvoyés. Bertrand a rappelé 1 heure plus tard pour confirmer qu'il avait bien reçu les documents. La procédure de saisie allait se poursuivre, m'a-t-il dit. Merci, Madame Cartier. Je n'ai rien dit. J'ai raccroché, puis éteint mon téléphone, et je suis resté assise, immobile. Julien allait découvrir ce que c'était que d'être abandonné sans prévenir. Je n'ai rien dit à personne, je n'ai rien partagé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas appelé ma sœur, je ne me suis pas confié à mon groupe à l'église. Je suis simplement resté assis dans cette chambre de motel, à écouter le silence dont j'avais été privé pendant des années. Cet après-midi-là, je suis allé dans une petite épicerie à 2 pâtés de maison et j'ai acheté du beurre de cacahuète, des crackers, du café instantané et une petite bouteille de vin. Ce soir-là, j'ai trinqué. Pas pour me venger, pas pour célébrer une victoire, mais parce que j'avais enfin compris que je ne serais plus jamais traité comme un membre de ma famille. Je pouvais donc commencer à me comporter comme si j'étais quelqu'un d'important. Le lendemain matin, à 8 heures, mon téléphone a vibré. C'était un message de Julien. « Tu as annulé quelque chose pour la maison ?» On a reçu une lettre bizarre de notre prêteur. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, un deuxième message est arrivé. « Il y a un avis sur la porte. Appelle-moi. » Je n'ai toujours rien dit. À 15h17, Justine a réessayé. « Linda, s'il te plaît, on est perdu. Dis-nous ce qui se passe. » Ce n'était pas par cruauté, mais pour ne pas perdre la tête, que j'ai raccroché, car si j'entendais encore une fois les supplications hypocrites de cette femme qui essayait de me rayer de sa vie, j'aurais pu oublier que le silence est parfois la meilleure arme. La notification d'hypothèque est arrivée plus vite que prévu.
Moins de 48 heures après avoir envoyé la renonciation signée, le bureau du shérif a collé une lettre orange vif sur la porte d'entrée du 42 rue Grégoire. Je ne l'ai pas vue moi-même, mais je n'avais pas besoin de la voir. Justine a envoyé un message paniqué sur le groupe Facebook du quartier. Urgent, notre maison a été victime d'une escroquerie. Si quelqu'un connaît un avocat spécialisé dans les saisies immobilières, merci de me le faire savoir. Cette situation ironique m'a fait rire pour la première fois depuis des jours. Assis dans ma chambre de motel, sirotant mon café dans un gobelet en carton, je regardais en silence son effondrement public. Les commentaires affluaient. D'anciens collègues, des voisins, même Darren, un ami d'université de Julien, demandaient « Que s'est-il passé? Pouvons-nous vous aider ?» Je pensais que tout allait bien. Justine répondait à chacun comme un politicien désemparé, sans aborder directement le sujet, détournant la conversation en évoquant des difficultés vagues. « Nous avons été trahis par quelqu'un en qui nous avions confiance », écrivait-elle. Quelqu'un qui était censé nous protéger. À ce moment-là, la comédie a pris une tournure plus sombre, car en l'espace de quelques heures, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ma cousine Sharon, une femme de l'église, la sœur de mon défunt mari Jacques, tous me posaient la même question. « Linda, que se passe-t-il » Justine, comme si c'était moi qui les avais trahis, qui avait saboté leur maison par douleur, n'avait pas mentionné l'argent que je leur avais donné, le fait qu'ils m'avaient expulsé de chez moi, le crédit que Julien avait contracté à mon insu. Elle s'était contentée de jouer le rôle de la victime. Julien, quant à lui, était allé encore plus loin. Il a partagé une vieille photo de nous deux, prise dans un parking quand nous avions 5 ans, en train de manger une glace, et a écrit en légende. C'est difficile quand ceux qui t'ont élevé te tournent le dos. Il n'y a ni nom, ni étiquette, seulement de la manipulation pure. Mais je savais à qui cela s'adressait. Les membres de ma famille, nos amis communs, les personnes en marge de l'histoire, celles qui allaient remplir les blancs avec leur propre culpabilité, leur honte et leurs suppositions. J'étais en train d'être effacé en temps réel. J'ai pensé à me défendre. J'ai pensé partager l'acte de propriété, les documents de crédit, les messages. Mais je me suis souvenu de ce que mon père m'avait dit. Ne te bats pas avec ceux qui se roulent dans la boue. Tu ne feras que te salir, et eux, ça leur fera plaisir. Je suis donc resté silencieuse jusqu'à ce que le téléphone sonne. C'était la gendarmerie. Un homme aimable qui s'appelait Reeve. « Madame Cartier, dit-il, c'est juste un appel de courtoisie. Une procédure officielle de mise sous séquestre aura lieu vendredi à 10 heures au 10, rue Grégoire. Comme nous avons déjà votre signature, vous n'êtes pas obligée d'être présente, mais nous tenions à vous en informer, car vous êtes partie prenante. » Je l'ai remercié. Je n'ai pas demandé plus de détails. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je revivais sans cesse cette scène dans ma tête. Julien titubant jusqu'à la porte dans ses pantoufles. Justine en larmes sur le porche, ses affaires jetées dans des sacs poubelles sur la pelouse. Pourtant, je ne ressentais aucune satisfaction. Il n'y avait que le silence. Ils avaient choisi chacun de leurs gestes. Le vendredi est arrivé et je ne suis allé nulle part. Je suis resté dans ma chambre, j'ai préparé du porridge dans le micro-ondes du motel et j'ai attendu. À 10h42, mon téléphone a sonné. Le numéro n'apparaissait pas, il n'y avait qu'un message vocal. Je l'ai écouté une fois, puis une deuxième fois. La voix de Julien était basse et furieuse. « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais on s'en va. On est parti. Tu nous as détruits, maman. J'espère que tu es contente. » C'était tout. Pas d'excuses, pas de regrets. Seulement des reproches, comme si j'avais marché sur une corde qu'ils avaient tendue et que l'explosion était de ma faute. À midi, Justine m'envoya un message plus long. « Linda, si tu voulais nous faire du mal, bravo, on nous met à la rue. J'espère que tu dormiras bien cette nuit. Tu as détruit ta famille. » Le mot qui me hanta toute la journée fut « détruit », comme s'il n'avait aucune responsabilité, comme si je n'avais pas le droit de m'éloigner de ces gens qui m'avaient utilisé comme un marchepied. J'ai éteint mon téléphone. Je suis allé à la papeterie du coin et j'ai acheté un cahier. Sur la première page, j'ai écrit « Aujourd'hui, ils ont tout perdu » et j'ai trouvé le silence. Je me suis assise sur le lit du motel, j'ai ouvert une nouvelle page et j'ai continué à écrire. Ils ne sont pas restés silencieux longtemps. 2 jours après le verrouillage, Justine a partagé tous les détails sur Instagram.
10 diapositives, des arrière-plans pastels, des polices manuscrites et le titre « Quand ta famille te trahit ». Chaque image racontait une histoire soigneusement préparée. Ils avaient ouvert leur maison avec amour et générosité à un parent âgé, puis ils avaient été pris au dépourvu par des manœuvres juridiques et de la manipulation. Justine a qualifié cela de abus envers une personne âgée. Les commentaires étaient impitoyables. Des dizaines de personnes qui ne me connaissaient pas m'ont attaqué dans les commentaires. Certaines personnes veulent contrôler leurs enfants pour toujours. C'est pourquoi les limites sont importantes. Tu es très forte, Justine. Je t'embrasse. J'ai continué à faire défiler la page jusqu'à ce que j'arrive aux commentaires de Julien. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as protégé notre avenir. C'est lui qui a choisi la destruction. Je suis resté longtemps sur ce commentaire. Non pas parce qu'il me faisait mal, mais parce que je ne pouvais pas croire que Julien puisse mentir aussi facilement. L'enfant qui pleurait autrefois, parce qu'il avait cassé une assiette par inadvertance, me faisait passer pour un monstre devant des inconnus sur Internet. Je n'ai pourtant rien dit. Je n'ai pas répondu. Mais l'affaire n'était pas close. Elle ne faisait que commencer. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par quelqu'un qui frappait à la porte du motel. Je ne me suis pas levé tout de suite. J'avais vécu suffisamment de choses pour savoir que l'hésitation était parfois une forme de protection. Quand on a frappé une deuxième fois, j'ai entrouvert la porte d'1 centimètre. Une femme d'une 50aine d'années, au visage effacé mais familier, se tenait devant moi. « Linda Cartier ?» a-t-elle demandé. « Vous ne vous souvenez pas de moi. Je m'appelle Doreen. Je travaille à la commission du logement de la ville de Bordeaux. J'ai vu certaines publications. Je voulais juste entendre votre version des faits. » J'ai cligné des yeux, puis j'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis dans le hall du motel, accompagnés par le bruit du café chaud et le ronronnement du distributeur automatique voisin. Je lui ai tout raconté. Chaque euro que j'avais dépensé, chaque repas que j'avais préparé, chaque insulte que j'avais ravalée. Elle n'a pas pris de notes. Elle s'est contentée d'écouter. « Je ne suis pas journaliste », a-t-elle dit. « Je suis juste fatiguée de voir les gens bien se faire dénigrer par des influenceurs qui posent avec des coussins à motifs. » En partant, elle m'a donné sa carte. « Si tu as besoin d'aide pour trouver un endroit où dormir, appelle-moi. J'ai des contacts. » C'était la première fois depuis des semaines que je ressentais une véritable gentillesse. Ce soir-là, j'ai ouvert mon email. Objet, demande d'interview, magazine Bordeaux local. Sans lire la suite, j'ai éteint mon ordinateur. Je n'étais pas prête à raconter mon histoire selon leurs conditions. Pas encore. Mais j'ai changé de sujet et je me suis dit « Garde ça pour toi ». Cette semaine-là, Justine est allée encore plus loin. Elle a posté sur TikTok une vidéo d'elle devant une agence de location de camions, le maquillage des yeux coulants, le ventre visiblement gonflé, tenant une pancarte sur laquelle était écrit « Ma belle-mère m'a mise à la porte ». En 2 jours, la vidéo a été vue près de 90 000 fois. Dans les commentaires, les gens ont tagué les chaînes d'information françaises. Une femme a proposé de lancer une campagne pour l'aider. Et puis tout à coup, mon ancien pasteur m'a envoyé un message. « Linda, que se passe-t-il? Je peux t'appeler ?» C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai sorti le titre de propriété. J'ai sorti le relevé bancaire montrant le virement. J'ai sorti l'email de Bertrand confirmant la saisie. J'ai fait une capture d'écran du message de Justine. Quand il sera parti, on pourra enfin aménager la chambre du bébé. J'ai ensuite envoyé tout cela au pasteur, à mes cousins et au groupe de discussion des femmes de l'église. Justine n'était toujours pas partie. Je n'ai pas ajouté de commentaires. J'ai juste partagé les preuves. 5 minutes plus tard, ma nièce a répondu. Alors il a menti à tout le monde. Puis le silence. Personne n'a pris sa défense. Personne n'a rien dit. Mais je savais ce qu'il voyait. Je savais que le lien était rompu. Tard dans la nuit, j'ai reçu un nouveau message. Il venait de Julien. « S'il te plaît, appelle-moi. Parle-moi, c'est tout. » 10 minutes plus tard, un autre message. « Je sais que ça va mal, mais tu es toujours ma mère. » Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas parce que je le déteste. Certains ponts ne brûlent pas en un instant. Quand quelqu'un que vous aimez vous considère comme un fardeau, ces ponts s'effondrent lentement, petit à petit. J'ai longuement regardé l'écran de mon téléphone, puis je l'ai verrouillé et rangé dans un tiroir. Puis je me suis allongé sur le lit du motel et j'ai murmuré dans le silence « Je suis toujours ta mère, mais je ne suis pas idiote. » Et pour la première fois,
J'ai dormi 8 heures d'affilée sans me réveiller une seule fois. Tout a commencé avec un bouquet de fleurs. Des lits blancs, le genre que Julien achetait au supermarché pour s'excuser quand il avait eu un accident de voiture ou échoué à un examen quand il était jeune. Ils étaient là posés devant la porte du motel, dans un vase en verre bon marché, avec une note qui disait « Parlons-nous, s'il te plaît ». Il n'y avait pas de nom, juste ça. Je n'ai pas touché aux fleurs. Je ne les ai pas mises à l'intérieur. Elles sont restées là toute la nuit. Le lendemain matin, elles commençaient à faner. Le réceptionniste m'a demandé si je voulais qu'il les jette. J'ai dit oui. Julien est arrivé cet après-midi-là, sans prévenir. Vers 14 heures, il a frappé à la porte et a dit « Maman, c'est moi. On peut parler ?» Je l'ai longuement observé par le Judas. Il avait l'air fatigué et pâle. Tout comme moi, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi. Contre mon gré, j'ai entrouvert la porte. « 5 minutes, ai-je dit. Il a hoché la tête comme un enfant, à qui on donne une seconde chance. Nous nous sommes assis au coin opposé de la petite table ronde près de la fenêtre, et je l'ai observé, essayant de comprendre quel Julien j'avais en face de moi. Il a finalement décidé d'être silencieux et triste. « J'ai tout gâché, dit-il. Je sais que j'aurais dû te parler du crédit. Je n'aurais pas dû laisser Justine te traiter comme ça. J'ai paniqué. Je n'ai rien fait. J'ai juste attendu. » Puis il ajouta « Elle est enceinte. » Comme si cela expliquait tout. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Et pendant un instant, j'ai revu l'enfant qui m'avait serré dans ses bras en pleurant avant que je parte travailler de nuit. Mais ce n'était plus cet enfant. C'était un homme qui m'avait chassé de la maison dans laquelle j'avais investi et qui me discréditait sur Internet. « Je ne suis pas venu ici pour discuter, » a-t-il dit. « Je voulais juste te demander si tu voulais bien signer un document. Ce n'est pas important. Ça me facilitera les négociations avec le prêteur et tout rentrera dans l'ordre. » À ce moment-là, une voix a crié en moi. Il n'avait pas changé. Il n'était pas venu pour faire la paix. Il me considérait toujours comme un atout dont il pouvait se servir lorsque les choses allaient mal. « Montre-moi, dis-je. » Il hésita, puis sortit le document de son sac et me le tendit. Je le lus une fois, puis une deuxième fois. Ce n'était pas un simple formulaire à signer. C'était une procuration limitée, rédigée en jargon juridique, qui lui donnait le droit de gérer mes hypothèques. Donc l'accès à mes comptes bancaires et à ma retraite. Je posai le document sur la table. « Sors, lui dis-je. » Il cligna des yeux. « Maman, dehors. » Il semblait penser qu'il pouvait sauver la situation en disant encore un mot, mais il se contenta de se lever lentement. « Nous allons perdre l'avenir de notre bébé, maman. » Je le regardais dans les yeux. Nous l'avons déjà perdu. Il est sorti sans dire un mot. J'ai verrouillé la porte derrière lui et je suis resté là jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Puis j'ai appelé la réception du motel et j'ai demandé à changer de chambre. Un autre étage, un autre couloir. Ils ne m'ont pas demandé pourquoi. En 15 minutes, j'ai rassemblé toutes mes affaires et j'ai changé de chambre avant le dîner. Ce soir-là, j'ai bloqué le numéro de Julien. Pas parce que j'étais en colère, mais pour protéger la petite partie de moi qui croyait encore qu'il allait se rattraper. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau du logement de la mairie et j'ai tendu la carte que Doreen m'avait donnée. Il a levé la tête de son bureau et m'a souri comme s'il m'attendait. « Je veux continuer ma vie, » lui ai-je dit. « Je veux m'éloigner d'eux, de tout. » Il ne m'a pas dit « Je suis fier de toi » ou « Tu fais le bon choix ». Elle m'a simplement tendu un dossier intitulé « Zone côtière, option de logement pour les personnes âgées ». Sur la première page du dossier, il y avait un appartement de 2 pièces près de La Rochelle, avec une véranda et vue sur l'océan, que je pouvais payer avec ma pension. J'ai tenu la page dans ma main. « Ce sera celui-là », ai-je dit. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier email. Cette fois, il venait de Justine. Pas d'émoji, pas de hashtag, juste un message court et sincère. « Je ne sais pas ce qu'on va faire maintenant. On n'a plus rien. Je sais que tu me détestes, mais pense au bébé, s'il te plaît. » J'ai longuement regardé l'écran, sentant la chaleur de ces mots dans ma poitrine. Puis j'ai éteint mon ordinateur portable, me suis préparé une tasse de thé et ai regardé le soleil se coucher derrière le parking du motel. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Car mon prochain plan n'était pas une réponse. Ce serait un règlement de compte. Pendant 3 jours, je n'ai reçu aucune nouvelle. Puis, le dimanche à 19h42, on a sonné à la porte. J'étais en pyjama, en train de boire une tisane à la menthe. J'ai regardé par le Judas
C'était Justine. Ses cheveux étaient encore plus ébouriffés que d'habitude. Elle tenait un bébé enveloppé dans une couverture rose pâle et portait un sac allongé sur l'épaule, comme une offre de paix. Je n'ai pas ouvert la porte. Linda, a-t-elle dit d'une voix douce, je ne suis pas venue pour me disputer. Nous ne savons plus quoi faire. Julien n'arrive pas à se reprendre. Nous avons été expulsés de l'appartement que nous avions trouvé. Ils ont dit que nous n'avions pas passé le contrôle de solvabilité. S'il te plaît, je peux entrer? J'ai entrouvert la porte de 2 centimètres. Son maquillage avait coulé, ses yeux étaient rouges. Le bébé, je remarquai alors que c'était une fille, remua légèrement et poussa un cri grinçant. Justine le berça doucement. « Elle s'appelle Émilie », murmura-t-elle. « C'est aussi la tienne. Ne nous laisse pas dehors. » Ces mots m'ont beaucoup plus touché que je ne m'y attendais. Je ne connaissais pas le nom du bébé. Je n'avais pas voulu le savoir. Mais maintenant, je le savais. J'ai ouvert la porte et je l'ai fait entrer. Elle est entrée lentement, comme une invitée qui ne connaît pas les règles. Elle a jeté un coup d'œil dans la petite pièce et m'a dit avec un sourire fatigué, « Tu aimes toujours la fraîcheur ici, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. Elle s'assit prudemment sur le bord du lit du motel et secoua doucement Émilie. « On a tout gâché, dit-elle. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. On était très stressés. On avait peur. » Je secouai légèrement la tête, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je voulais qu'elle continue à parler. « Julien ne peut pas l'accepter à cause de sa fierté, a-t-elle poursuivi. Mais on est en train de couler. On coule tous les deux. Nos comptes bancaires ont été gelés. On a plus de 10 000 € de pénalités et d'intérêts à payer. Nos téléphones sont sur le point d'être coupés. Je ne sais pas ce qu'on va faire maintenant. » Je l'ai observé. Le tremblement de sa lèvre inférieure, le clignement rapide de ses paupières effrayées. J'ai vu à quel point elle se sentait seule dans un monde où la vie continuait sans eux. Et puis j'ai remarqué la petite étiquette qui pendait de son sac à langer. Je me suis approché pour regarder. Le logo Poche Bébé. C'était une marque française de luxe que j'avais vue dans le catalogue de la réception du motel. Son prix de vente était supérieur à 900 €. « C'est neuf », ai-je dit en la montrant du doigt. Justine a hésité. « C'était un cadeau », a-t-elle répondu précipitamment. « Un cadeau d'une amie. » Je n'ai rien dit. Je me suis levé lentement et je me suis dirigé vers la fenêtre. De là, je pouvais voir une voiture de location garée au bord du trottoir. Un SUV noir. Ni bon marché, ni en mauvais état, ni désespéré. « Tu es venu ici pour acheter quelque chose », ai-je dit. Elle a sursauté. « Je suis venu ici pour demander de l'aide. »« Non », ai-je rectifié. « Tu es venu ici pour prendre quelque chose. » Je me suis retourné rapidement. « Où ça ?» Il s'est levé. « De quoi parles-tu ? Ton téléphone ? Ton sac ? Peu importe. Je l'ai vu dans la poche latérale de ton sac quand tu t'es assis. Tu enregistres ça. » Elle a entrouvert les lèvres, puis les a refermées. « On voulait juste une preuve, » a-t-elle dit doucement. « Si tu essaies de déformer les faits, » a-t-elle ajouté. Je l'ai regardée pendant 1 minute. « Sors d'ici, » ai-je dit. « Linda, ouvre la porte et prends le sac à langer que tu as acheté dans la boutique de cadeaux. » Elle ne bougea pas. Avec rage, je m'approchai d'elle comme je ne l'avais jamais fait auparavant. « Je vais être franc, Justine. Je ne suis pas le héros de ton histoire. Je ne suis pas ton méchant. Et je ne suis certainement pas ton distributeur automatique. Sors de ma chambre avant que j'appelle la police. » Elle prit Émilie dans ses bras et la serra fort contre elle. « C'est ta petite fille. »« Non, dis-je, c'est ton enfant. Élevez-la mieux que vous n'avez élevé les autres. » Justine sortit d'un pas décidé. Elle se dirigea vers la voiture et monta à l'intérieur. En quelques secondes, le véhicule s'éloigna. Je fermai la porte, la verrouillai et restai assis sur le lit, immobile, pendant un long moment. Mes mains tremblaient à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était l'adrénaline. J'étais conscient de ce qui venait de se passer. Justine était venue devant la caméra pour me forcer à dire quelque chose de cruel. Quelque chose qu'il pourrait couper, monter, mettre en ligne et faire briller avec des clics de sympathie. Mais je ne lui ai pas donné ce qu'elle voulait. Je suis resté calme, mais mon travail n'était pas encore terminé. Le lendemain, je me suis rendu au tribunal et j'ai obtenu une ordonnance d'éloignement provisoire. J'ai tout ajouté. Les messages, les tentatives de manipulation, la visite de cette nuit-là. J'ai même imprimé une capture d'écran du prix de vente du sac à langer
Le fonctionnaire n'a pas scié. Vous n'êtes pas le premier, m'a-t-il dit. Vous ne serez pas le dernier. Ce soir-là, je suis retourné dans ma chambre. J'ai ouvert mon cahier et j'ai écrit une seule phrase. Ils ont apporté un bébé pour jouer les victimes. Moi, j'ai apporté les reçus. Puis j'ai tourné la page et j'ai commencé à écrire des noms. Des gens en qui j'avais confiance. Des gens en qui je n'avais pas confiance. Des gens à qui je ne devais plus rien, car la prochaine fois qu'ils viendraient me voir, je serais prêt. Et ils ne s'y attendraient pas. L'ordonnance d'interdiction est arrivée 2 jours plus tard. Une enveloppe épaisse scellée par le cachet du tribunal a glissé sous la porte de ma chambre de motel. Elle s'est mise en place comme la dernière pièce d'un puzzle. Je ne me suis pas senti victorieux. Je me sentais prêt. Comme le calme avant la tempête. Pas par peur, car j'avais déjà fermé les fenêtres. J'ai fait 5 copies de la décision. Une pour le motel, une pour la police, une pour Doreen à la mairie, une pour moi et une pour la dernière adresse connue de Justine et Julien. Je les ai envoyées sans signature, sans explication, avec juste un post-it jaune sur lequel j'avais écrit « Vous vouliez une procédure judiciaire, la voici ». Cette nuit-là, j'ai enfin répondu à la demande d'interview que le Bordeaux Local Magazine m'avait envoyée depuis des semaines. Je n'ai pas demandé d'argent. Je n'ai pas raconté une longue histoire. J'ai tout envoyé. La copie du titre de propriété. Le reçu du virement de 190 000 €. L'avis de saisie de Nouvelle-Aquitaine Private Lending. Les captures d'écran des messages. Et la photo du tout nouveau sac à langer Poche Bébé de Justine. Dans l'objet de mon email, j'avais simplement écrit « S'ils veulent parler, parlons ». Le rédacteur en chef m'a appelé le lendemain matin. Sa voix était à la fois ferme et douce. « Nous vous croyons », a-t-il dit. « Acceptez-vous que cela soit publié ?»« Oui », ai-je répondu. « Mais ajoutez une ligne. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la transparence. » L'article a été publié le dimanche suivant. Le titre de cet article de 3 pages était « Quand l'aide se transforme en arme, l'histoire d'une mère victime de trahison financière ». L'article n'est pas devenu viral du jour au lendemain. Il n'a pas fait planter le site. Mais il a fait écho dans la communauté bordelaise. Les gens ont arrêté de commérer et ont commencé à discuter. Dans le groupe Facebook où Justine avait déclaré en larmes quelques semaines plus tôt qu'ils avaient été expulsés de chez eux, on parlait désormais d'éthique immobilière, de droits successoraux et de responsabilité des enfants adultes. Mon nom a été révélé. Pas comme un monstre, pas comme une victime, juste comme un être humain, quelqu'un qui avait été effacé, puis réécrit en silence. Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai vraiment compris que le vent avait tourné. C'est arrivé le vendredi matin suivant, quand je suis allé au café du coin. J'ai vu Julien. Il était assis seul à une table dans un coin. Il portait un sweat à capuche. Il regardait son café mousseux, comme s'il cherchait son reflet. Au début, il ne m'a pas remarqué. J'ai failli partir. Mais il a levé la tête. Nos regards se sont croisés. Il n'a pas détourné les yeux. Il n'a pas fait signe. Il n'a même pas cligné des yeux. Il m'a juste regardé. Et dans son regard, j'ai vu ni regret, ni honte. Juste de la distance. La prise de conscience silencieuse d'un lien qui n'existait plus. J'ai continué à marcher, mais je n'ai pas pleuré. Ce soir-là, j'ai reçu un email. Il n'y avait pas d'objet, juste un message court. J'ai lu votre article. Je ne vous recontacterai plus. Je suis désolé que vous ayez senti que vous n'aviez pas le choix. Pas pour ce qu'ils avaient fait. Il était simplement désolé d'avoir ressenti le besoin de me répondre. Je n'ai pas répondu. J'ai archivé l'email. Le lendemain matin, le directeur du motel a frappé gentiment à ma porte et il m'a tendu le courrier qui m'était destiné. Au fond, il y avait une enveloppe avec le logo d'une agence immobilière et une petite note de Doreen. Vous êtes accepté, les clés sont prêtes. J'ai ouvert les détails de l'annonce. Un appartement de 2 pièces au 2e étage, dans un quartier calme de La Rochelle, réservé aux retraités et aux anciens combattants, avec vue sur l'eau. Date du déménagement. Vendredi prochain. Le loyer était légèrement inférieur à mon budget. Je tenais le papier dans ma main et, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais pas entendu frapper à la porte derrière moi. Je ne sursautais plus à l'appel d'un numéro inconnu. J'avais cessé de douter de mon droit d'exister sans m'excuser. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon testament. J'ai retiré le nom de Julien. J'ai tout divisé en 3 parts égales, une pour un refuge local pour les victimes de violences domestiques, une pour un programme d'alphabétisation pour adultes
et une pour une association de sauvetage d'animaux où je faisais du bénévolat. J'ai ensuite envoyé un email à mon avocat avec mes instructions. S'il conteste ce testament, publie tout, absolument tout, dans la presse, ai-je précisé. Je n'ai pas attendu de réponse. Je savais qu'il ferait ce qu'il fallait. Le dernier message est arrivé ce week-end-là. Je ne connaissais pas le numéro, mais j'ai tout de suite su qu'il avait envoyé. Justine. 4 mots seulement. Nous avons tout perdu. Félicitations. Je l'ai lu une fois. Je l'ai effacé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas réagi. Je n'avais rien à dire. Ce soir-là, j'ai passé la soirée à rassembler mes affaires pour la dernière fois. Pas parce que je fuyais, mais parce que j'avais enfin arrêté. Ils avaient déjà commencé cette histoire en me disant qu'il n'y avait pas de place pour moi. Mais finalement, j'ai prouvé que je n'avais pas besoin d'eux. L'appartement était plus petit que je ne l'avais imaginé, mais beaucoup plus lumineux. La lumière du soleil frappait les murs blancs et se répandait doucement sur le sol stratifié. Avant d'entrer, je suis resté une minute à la porte, laissant le silence m'envelopper comme une brise. Il n'y avait pas de cris provenant d'en haut. Les portes ne claquaient d'un pas. Pas de fausses excuses, de petits déjeuners tendus, d'accusations sous-entendues. Il n'y avait que le vide, ma place. Les déménageurs étaient en retard. J'ai donc commencé par rentrer mes affaires les plus importantes. Mon classeur rouge, la photo encadrée de Jacques, une petite valise remplie de vêtements. J'ai laissé le reste dans la voiture. J'ai fait une tasse de thé avec le vieux bouilloire qui était dans l'appartement et je suis sorti sur le petit balcon. Je ne voyais pas l'océan. Mais je pouvais l'entendre. C'était suffisant. Cette semaine-là, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Je n'ai pas regardé les réseaux sociaux. Je n'ai appelé aucun de mes anciens amis et je n'ai rien expliqué. J'ai simplement vidé tous les tiroirs, rempli le réfrigérateur avec des aliments que j'avais vraiment envie de manger et arrosé les 2 plantes en pot que j'avais achetées au marché en chemin. Le mercredi, je suis allé me promener sur la route côtière. Personne ne m'a reconnu. Personne ne m'a regardé. Je suis passé devant une librairie, un embarcadère et une petite boutique de fruits de mer où une femme de mon âge peignait des coquillages sur une table pliante. La femme m'a souri et m'en a donné un. Choisis celui que tu veux, m'a-t-elle dit. J'ai choisi le bleu avec le bord argenté. Bon choix, a-t-elle dit. C'est pour ceux qui se sont libérés d'un lourd fardeau. Je l'ai remerciée et l'ai mise dans la poche de ma veste. Ce soir-là, je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, à côté de mes clés. Je lui ai donné un nom, Paix. Les jours ont passé, puis une semaine, puis 10 jours. J'ai pris un rythme. Café à 8 heures, promenade à 10 heures, écriture à 15 heures. Tous les mardis et jeudis, je suivais un cours de peinture dans la salle de réunion de la résidence. Mon professeur s'appelait Walter. Il avait 70 ans. Il portait des bretelles et racontait les blagues les plus nulles que j'avais jamais entendues. Mais le deuxième jour, il s'est souvenu de mon nom. Un après-midi, alors que nous regardions nos toiles, il s'est approché de moi et m'a dit « Tu peins comme quelqu'un qui s'est libéré de quelque chose. » J'ai souri. « C'est parce que je me suis libéré, ai-je répondu, et je l'ai dit avec sincérité. Je n'ai jamais parlé de Julien, ni à lui, ni à personne d'autre dans la classe. Mon passé était un tiroir fermé à clé. Je ne voulais pas l'ouvrir. Jusqu'à ce que la lettre arrive. Elle était écrite de la main de Julien. Elle avait été postée dans une boîte aux lettres, près de La Rochelle. Il n'y avait pas d'adresse de retour. 4 lignes. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Je n'attends rien de toi. Je veux juste que tu saches que j'ai essayé. J'ai appelé ma fille Émilie Linda Cartier. J'ai lu la lettre 2 fois. Je l'ai pliée et je l'ai rangée dans le tiroir où je gardais l'acte de divorce, désormais sans valeur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai seulement senti l'impact des mots en moi. Ce soir-là, je me suis promené sur la plage. Je me suis tenu pieds nus dans le sable et j'ai écouté le bruit des vagues pendant plus d'1 heure. J'ai pensé à la petite fille à qui elle avait donné son nom. J'ai pensé à l'homme qui avait été mon fils. J'ai pensé à l'enfant qui pleurait quand il m'avait rapporté les fleurs qu'il avait cueillies dans le jardin du voisin et que je lui avais dit que les fleurs avaient été volées et qui avait pleuré. Il n'était plus là. Mais quelque part dehors, peut-être que quelque chose de mieux que ce que cet enfant avait détruit était en train de naître. Et ce fardeau ne m'appartenait plus. Cette décision était la mienne.
Je suis rentré chez moi. Les lumières de l'appartement brillaient d'une lueur douce et dorée. Je me suis enveloppé dans une couverture, j'ai pris un livre et je me suis blotti dans le canapé. Il n'y avait pas de drame. Il n'y avait pas d'email d'adieu. Il n'y avait pas de disputes familiales à régler. Il n'y avait que le silence de quelqu'un qui avait choisi la paix plutôt que la permission. Mon téléphone a sonné une fois, puis je l'ai éteint pour la nuit. Le numéro était inconnu. Il n'y avait pas de message. Je l'ai éteint en silence. Puis j'ai murmuré les 5 mots que je portais en moi depuis le jour où il m'avait renvoyé de chez moi. Il n'y a pas de place pour moi ici. Au revoir. Aujourd'hui, je ne sais pas où sont Josh et Justine. Peut-être ont-ils résolu leurs problèmes. Peut-être sont-ils toujours en train de se noyer. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je suis heureux. Et cela me suffit. C'est tout pour aujourd'hui. À sa place, qu'auriez-vous fait? Écrivez vos réflexions dans les commentaires. J'adore lire ce que vous partagez. Et si cette histoire vous a touché, jetez un œil à ces vidéos. Vous ne voudrez pas les manquer.